La vie en fuite de John Boyne. Lu par Raphaël Moutier. Je m'enfuis d'Allemagne avec mère au début de l'année 1946, quelques mois seulement après la fin de la guerre, à bord d'un train qui nous conduisit des ruines de Berlin à celles de Paris. À 15 ans, et sans rien connaître de la vie, je n'avais pas encore accepté la défaite de l'Axe. Père avait parlé avec une telle assurance de la supériorité génétique de notre race et des incomparables talents du Führer dans le domaine de la stratégie militaire que la victoire avait toujours paru certaine. Et pourtant, sans que je puisse me l'expliquer, nous avions perdu. Le voyage de presque 1200 kilomètres vers l'ouest ne contribua guère à me rendre optimiste. Les villes que nous traversions étaient ravagées par les destructions subies ces dernières années, et les visages que j'apercevais dans les gares et à bord des trains, aucunement réjouis par la fin de la guerre, étaient profondément marqués par ces répercussions. Partout, la sensation d'épuisement était palpable, ainsi que la conviction que l'Europe ne pourrait retrouver l'état qui était le sien en 1938, qu'elle devait être intégralement restaurée, comme la confiance en l'avenir chez ses habitants. La ville de ma naissance avait été presque totalement réduite en cendres, ses ruines partagées entre 4 de nos vainqueurs. Pour notre protection, nous étions restés cachés dans les caves des rares fidèles dont la maison était encore debout, jusqu'à ce que nous soient fournis les faux papiers nous permettant de quitter l'Allemagne en toute sécurité. Nos passeports indiquaient le nom de Guémard, dont je m'épuisais à répéter la prononciation pour être certaine que mon accent soit aussi authentique que possible. Alors que mère portait désormais le prénom de Nathalie, comme ma grand-mère, je gardais celui de Gretel. Chaque jour sortaient de nouvelles informations sur ce qui s'était passé dans les camps, et le nom de père devenait synonyme de crime de la pire espèce. Même si personne ne suggérait que nous étions aussi coupables que lui, mère était convaincue que si nous nous faisions connaître auprès des autorités, ce serait désastreux. J'étais aussi de cet avis, et j'avais peur, bien que je sois choquée par l'idée qu'on puisse me considérer comme complice de ces atrocités. Il est vrai que depuis mon 10e anniversaire, j'étais membre du Jungmädelbund, mais c'était le cas de toutes les filles en Allemagne. C'était obligatoire après tout, comme l'appartenance à la Deutsches Jungvolk pour les garçons de 10 ans. Pourtant, j'étais bien moins intéressée par l'étude de l'idéologie du parti que par les activités sportives régulières avec mes amis. Et après notre installation dans l'autre endroit, je n'avais franchi la clôture qu'une seule fois, ce fameux jour où père m'avait amené à l'intérieur du camp pour que je puisse voir en quoi consistait son travail. J'essayais de me dire que je n'avais été qu'une spectatrice, rien de plus, que je n'avais rien à me reprocher. Cependant, je commençais à m'interroger sur mon implication dans les événements dont j'avais été témoin. Quand notre train entra sur le territoire français, je craignis que notre accent nous trahisse. À l'évidence, les citoyens de Paris récemment libérés, honteux de leur prompte capitulation en 1940, allaient réagir avec agressivité devant toute personne qui parlait comme nous. Mon inquiétude s'avéra justifiée lorsque, à 5 reprises, bien que nous ayons apporté la preuve que nous avions les moyens de payer les frais d'un séjour prolongé, un propriétaire refusa de nous louer une chambre dans sa pension de famille. Nous trouvâmes finalement un toit grâce à une femme rencontrée place Vendôme qui nous prit en pitié et nous indiqua une logeuse qui ne posait aucune question. Si nous n'avions pas croisé son chemin, nous aurions pu être les indigentes les plus fortunées vivant sous les ponts. La chambre était située dans la partie est de l'île de la Cité, et les premiers temps, je préférais rester dans les environs, limitant mes promenades à la courte distance entre le pont de Sully et le pont Neuf, dans un sens puis dans l'autre, angoissée à l'idée de me trouver en territoire mystérieux sur l'autre rive de la Seine. Parfois, je pensais à mon frère, qui rêvait de devenir explorateur et qui aurait tellement aimé arpenter ces rues inconnues. Dans ces moments-là, je m'empressais de chasser son souvenir.